Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour. Vous êtes ancien juge d'instruction et avocat au barreau de Paris et auteur de Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire aux éditions du Cerf et qui sort demain. Voilà, et alors Hervé Léman, un livre passionnant parce que on avait tous entendu parler du mur des cons, bien sûr, il y a déjà quelques années, et puis voilà, on parlait des juges rouges il y a longtemps aussi, et en fait, on disait toujours, mais vous savez très bien, le sceptre de la justice doit être absolument objectif, aveugle à toute idéologie. Et vous parlez, vous êtes, je crois, le premier à raconter ce syndicat de magistrats, qui sont contre la bourgeoisie, contre les frontières, contre la prison. Ces juges qui sont effectivement engagés. Alors, on peut dire que tout ça s'est formé. Quand exactement? Pour parler, parce qu'il y a eu des cas isolés, vous parlez Bruyant-Lartois, etc. Vous rappelez la révolte, les notables doivent être jugés, etc. Mais quand tout ceci s'est cristallisé, Hervé Léman? Alors en fait, c'est juste après mai 68. Le syndicat de la magistrature est créé en juin 68. Donc dans la foulée de ce mouvement de mai 68, qui est un mouvement contre l'ordre établi, contre la bourgeoisie, et vous avez des jeunes magistrats qui créent le syndicat de la magistrature. Déjà le mot de syndicat est déjà un choix qui est assez lourd, parce que on parle de juges et de procureurs. Il y a d'autres syndicats de magistrats. Alors c'est l'union des magistrats, je veux bien. Alors à l'époque, il y avait une autre organisation qui s'appelait l'Union fédérale des magistrats, qui était une association, mais pas un syndicat. D'accord. Et le choix de syndicat, c'est parce que c'est syndicat comme un syndicat ouvrier. C'est-à-dire qu'on est solidaire de la classe ouvrière, et voilà. Donc on a vraiment un syndicat qui se crée dans cette mouvance, et qui est un syndicat résolument à gauche, je dirais à l'époque résolument marxiste, entre la gauche et l'extrême gauche. Ah oui, très très marqué, c'est ça. Ah oui, très marqué à gauche, entre la gauche et l'extrême gauche. C'est-à-dire que ça va de la gauche du Parti socialiste à l'altermondialisme. Et alors Hervé Léman, juste ce qu'ils disent, enfin, disons pour schématiser, oui, la justice est du côté du pouvoir, la justice est des côtés du puissant, selon que vous serez puissant ou misérable. Nous, il faut défendre les opprimés, c'est un peu ça l'idée. Exactement, c'est-à-dire la justice est une justice bourgeoise. Une justice de classe. Une justice de classe. Voilà. Et donc il faut changer la justice pour qu'elle devienne une justice rendue au nom du peuple, et le peuple par opposition à la bourgeoisie. D'accord. Donc, ils se disent, et nous devons appliquer cela dans nos jugements, dans les prétoires, etc. Enfin, dans notre métier, quoi. Alors, c'est un mouvement c'est un mouvement syndical dont le combat s'exprime d'abord par les voies syndicales traditionnelles, mais effectivement, dans les pratiques quotidiennes, les magistrats du syndicat de magistrature sont imprégnés de cette philosophie, de cette culture, et on le voit dans la traduction de la jurisprudence au fur et à mesure que les années avancent. Comme par exemple, donnez-nous, je vous en parlais dans votre livre, qui est très complet là-dessus, donnez-nous 2 ou 3 points où par exemple le syndicat de la magistrature a pesé dans l'évolution de telle ou telle jurisprudence. Alors parce qu'il faut dire que le syndicat de la magistrature, il y a des moments où il est au pouvoir quand même. C'est-à-dire que quand la gauche est au pouvoir, le syndicat de la magistrature est à la chancellerie. C'est-à-dire que vous avez des gardes des sceaux de gauche, des cabinets de gauche, des directeurs d'administration de gauche. C'est eux qui sont à la manœuvre, si je puis dire. Donc il y a des avancées. Donc sous le présidence Mitterrand, puis après, notamment sous la présidence Mitterrand, et puis après ça sous Hollande, et puis Jospin, voilà. Prenons un exemple, par exemple, qui est celui de la prison. Voilà. Ouais. Le syndicat de la magistrature est contre la prison. Ça peut paraître paradoxal pour des juges et des procureurs, mais il est contre la prison. Et donc toute l'action du syndicat de la magistrature, depuis un demi-siècle qu'il existe, c'est de limiter au maximum la possibilité d'emprisonnement. Et donc ça va être toutes les réformes qui limitent l'emprisonnement, le sursis avec mise à l'épreuve, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt général, les remises de peine, etc.
l'interdiction des courtes peines, et ainsi de suite. Oui, les moins de 2 ans vont pas en prison aussi. Voilà. Et ça, c'est le syndicat de la magistrature. Enfin, c'est le syndicat de la magistrature avec les gouvernements de gauche. Bien sûr. Et puis ça se traduit aussi dans les décisions d'un certain nombre de ces magistrats, où effectivement ils vont appliquer l'emprisonnement le moins possible. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui toute une partie des magistrats qui sont contre la prison. Donc, quand on par principe. Par principe. D'accord. Alors, on pourrait expliquer pourquoi. Ils considèrent que la prison, c'est l'école de la récidive. Et puis, ils considèrent aussi, quand on fait une analyse plus approfondie que je raconte avec Michel Foucault, que en fait, la prison, c'est un instrument de la bourgeoisie pour opprimer la classe ouvrière. Voilà, surveiller et punir, exactement. Donc, ils sont contre. Donc, puisqu'ils sont contre, eh bien, toute leur action, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'emprisonnement. Et quand on s'étonne au quotidien, on dit mais comment se fait-il que telle personne qui a fait tel acte grave... Oui, les multirécidivistes, l'impunité, etc. Voilà. etc. Eh bien, l'explication, c'est ça. C'est que on est arrivé à un point aujourd'hui où toutes ces réformes, toutes ces pratiques font que l'emprisonnement devient l'exception et que la règle, c'est le rappel à la loi, le travail d'intérêt général, le sursis. Vous avez des gens qui ont 12 condamnations avec sursis et qui ont dit bon voilà, cette fois-ci... Oui, même 20 fois récidiviste, c'est encore du sursis. Quoi. Moi, j'ai vu il y a quelque temps un président de tribunal qui dit monsieur, vous êtes condamné à 1 an ferme parce que quand même vous avez déjà beaucoup de condamnations à du sursis dans votre casier judiciaire. Alors la personne fait un mouvement de retrait et le président lui dit mais ne vous inquiétez pas, vous n'irez pas en prison. Ah oui. Donc vous êtes condamné à un an de prison. Vous êtes condamné à un ferme, mais vous n'irez pas en prison. Vous êtes condamné à un an de prison, mais vous n'irez pas en prison. Parce que derrière, vous avez tous les mécanismes de bracelets électroniques, de sursis à l'emprisonnement, de semi-liberté, des stages citoyens. Les stages citoyens, et ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas s'étonner. C'est la doctrine du syndicat de la magistrature et donc d'une partie des magistrats. Il faut dire que par essence ou presque, disons quelqu'un qui a commis des délits, c'est parce qu'il est opprimé pour des raisons économiques, familiales, ethniques et autres, et donc il faut non pas le protéger, mais enfin quand même lui épargner un surcroît de peine. Il a déjà la peine d'être né, quoi. Oui, et puis fondamentalement, la prison, c'est un instrument d'oppression de la bourgeoisie. Donc il faut pas utiliser la prison puisque c'est... Enfin, la personne qui est victime et qui passe dans la rue et qui se fait tabasser ou voler ou violer est pas spécialement de la bourgeoisie. Hein. Non, mais le délinquant, lui, est victime de la bourgeoisie et c'est parce qu'il est victime de la bourgeoisie qu'il a été amené à se conduire. Intéressante redéfinition des victimes et des bourreaux. Absolument, quoi. C'est ça. Absolument. On va en reparler tout de suite après cette petite pause et on va parler d'Oswald Bodo et de ses théories. On revient tout de suite avec notre invité Hervé Léman, ancien juge d'instruction et avocat au barreau de Paris, auteur de Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire aux éditions du CERF. Et on attend vos témoignages, on attend vos réactions. Est-ce que vous pensez que la justice est aujourd'hui le plus grand frein à votre sécurité ou encore qu'elle est mouillée un peu trop dans la politique de nos gouvernants? À tout de suite, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre très intéressant pour comprendre la politisation de la justice, la politisation contemporaine de la justice. Hervé Léman, Soyez partiaux, aux éditions du CERF. Mais Hervé Léman, quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, mettre quand même les choses, non pas à l'équilibre, enfin, c'est vrai aussi que la justice, est-ce qu'elle n'a pas toujours été politique? Est-ce que... Pour parler, non pas en provoquant, mais enfin un peu brut de décoffrage, est-ce qu'elle n'a pas été trop souvent du côté du pouvoir, quel que soit le pouvoir, et des puissants, quels que soient les puissants? Et puis, j'ai toujours c'est facile à dire, je ne sais pas ce qu'on aurait fait à leur place, mais rappelez-vous, quand Pétain a été élu, il y a un seul magistrat qui a démissionné sur le corps entier des magistrats. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas déjà, et depuis toujours, une justice politique?
Oui, il y a toujours eu des liens compliqués, quelquefois pervers, entre le pouvoir et la politique. Il y a un vieux proverbe... Et la justice. Et la justice, oui. Pardon. Il y a un vieux proverbe qui dit « Lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort ». Voilà. Ça a toujours existé, sous tout le régime. Ce qui est intéressant avec le phénomène du syndicat de la magistrature, c'est que c'est un syndicat qui est en réalité un mouvement politique, qui a une ligne politique, une doctrine politique, et qui change la justice de l'intérieur pour aboutir à son projet politique, c'est-à-dire à une société sans prison, sans frontières, sans capitalisme, une société un peu... c'est ça la société de leur rêve, de leur objectif. Exactement. Et ça, c'est nouveau, parce que ça n'existait pas auparavant. Après, la relation entre le politique... Sans prison, sans justice, sans frontières, sans prison, sans frontières, sans capitalisme. C'est ça. Le capitalisme, c'est mal aussi. La propriété privée, c'est pas bien. L'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Donc c'est une société... je ne sais pas s'il faut dire idéal, mais en tout cas idéalisé. Oui, par exemple, une société sans frontières, le syndicat de la magistrature dit il faut laisser les migrants entrer comme ils veulent, premièrement, et deuxièmement, il faut qu'ils clandestinement ou pas, peu importe. Peu importe. Porte ouverte, pas de frontières. Et deuxièmement, il faut qu'ils aient les mêmes droits que les Français. Et alors quand vous compris droit de vote, y compris tout cela. Tous les droits, les mêmes droits. Et quand vous dites, mais attendez, mais ça va faire un appel d'air formidable, ils vous répondent, non, ça va se réguler. Voilà, ça va se réguler. De soi-même. De soi-même, tout va bien se passer. Donc ça c'est leur conviction, et ça c'est nouveau, parce que ça n'existait pas dans la magistrature avant mai 68. Alors, quelle était la théorie de leur Karl Marx? J'exagère un peu, Oswald Baudot. Alors Oswald Baudot était un magistrat du parquet qui a écrit en 1974, quelques années après la création du syndicat, dont il était un des membres fondateurs, qui a écrit un texte qu'on a appelé la harangue de Baudot. Je ne sais pas pourquoi la harangue, mais c'est un texte qu'il écrivait à destination des jeunes magistrats qui sortaient de l'école de la magistrature, et il leur donnait 3 conseils. Il y avait un conseil qui était ne mettez pas les gens en prison. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Un deuxième conseil qui était ne vous embêtez pas avec la loi. La loi, on lui fait dire ce qu'on veut. Oui, carrément. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et un troisième conseil qui est le titre du livre, qui est soyez partiaux. Soyez partiaux, c'est-à-dire choisissez systématiquement l'ouvrier contre le patron, la femme contre le mari, le voleur contre le policier, le pauvre contre le riche. Voilà. C'est donc évidemment provocateur, parce que la justice, c'est au contraire l'impartialité. Soyez impartiaux. C'est l'impartialité. Chacun a droit à être jugé par un tribunal impartial. Et là, Oswald Baudot vient dire c'est le contraire. Soyez partiaux. Choisissez systématiquement votre camp, le camp du peuple, je dirais, contre le camp de la bourgeoisie, et du capitalisme. Alors ce texte... il a eu tout de suite un impact très fort. À l'époque, ça a fait un scandale. Le garde des Sceaux de l'époque a voulu engager des poursuites disciplinaires contre Oswald Baudot. Le syndicat de la magistrature s'y est opposé et a fait corps derrière lui. C'était le début Giscard. Absolument. C'était sous Giscard. C'était Jean Le Canuet pour les plus anciens d'entre nous qui peuvent s'en souvenir. Mais ce qui est important, c'est que ces 3 préceptes, choisissez l'ouvrier contre le patron, la femme contre le mari, c'est d'actualité, et ainsi de suite, le voleur contre le policier, le deuxième qui est pas de prison, et le troisième qui est faites ce que vous voulez avec la loi, ce qui est aussi une discussion qu'il y a aujourd'hui entre la loi votée par le Parlement et la loi que les juges écartent au nom des grands principes des droits de l'homme. Ces 3 principes-là, ils conduisent en réalité l'action du syndicat de la magistrature depuis 50 ans. Et on en voit aujourd'hui, effectivement, les fruits sur la politique judiciaire en matière de prison, je l'ai dit tout à l'heure, la politique judiciaire en matière d'immigration, la politique judiciaire en matière de droit du travail, et ainsi de suite. Alors justement, pour influer comme ça, il faut être nombreux. Aujourd'hui, au sein de la magistrature, je ne vous demande pas de chiffres précis, mais enfin, quelle est la force du syndicat de la magistrature au sein du monde
Alors je peux vous donner un chiffre extrêmement précis. Aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en juin dernier, le syndicat de la magistrature a recueilli 29% des voix des magistrats. C'est un tiers, quoi. C'est un petit tiers. Voilà. Un petit tiers, un petit tiers ou un gros quart, je sais pas, entre les deux. Et alors ça ne veut pas dire que tous ceux qui votent pour le syndicat de la magistrature ont parfaitement conscience de ce que je viens de dire. Hein. C'est un réflexe de vote de magistrats de gauche, je dirais, mais qui ne sont pas forcément tous. Qui n'adhèrent pas tous à la lettre d'Oswald Bodo, enfin, de ce qu'il dit. Oui. Voilà. D'autant qu'ils ne sont pas forcément conscients de cela. Moi, je l'ai décrypté dans mon livre en reprenant les textes de doctrine du syndicat de la magistrature, parce que c'est pas ce qu'il vient dire à la télévision. Quand vous invitez un représentant du syndicat de la magistrature, vous n'avez jamais entendu quelqu'un venir vous dire sur un plateau de télévision ou devant un micro de radio, je ne veux plus de prison ou je ne veux plus de frontières. Hein. Ça, ils vous le disent pas. C'est quand vous lisez creusez un peu, lisez les textes internes. Mais comment ça peut arriver, je prends ça parce qu'on en a beaucoup parlé, comment ça peut arriver à afficher le mur des cons à l'intérieur d'un bureau? Alors ça, c'est le mur des cons, c'est une affaire lamentable. Hein. C'est vraiment une affaire lamentable. C'est une affaire lamentable. Et alors vous savez que sur ce mur des cons étaient affichés en fait les ennemis du syndicat de la magistrature. Donc bien sûr le personnel politique de droite, c'est une évidence. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y avait 2 pères de jeunes filles dont l'une a été assassinée et l'autre violée et assassinée. Et alors on pourrait dire, tiens, on choisit effectivement l'assassin contre la victime. Oui, c'est ça qui est... Mais en réalité, derrière cette ignominie, parce que je sais pas si c'est juste dégueulasse de faire ça. Hein. C'est clair. Donc derrière cette ignominie, il y avait en réalité, s'ils étaient épinglés, c'est parce qu'ils militaient dans des associations qui voulaient renforcer la répression contre les délinquants sexuels. Et donc, ils étaient dans le mauvais camp. Dans le camp de ceux qui voulaient plus de répression, alors que le syndicat de la magistrature veut moins de répression et moins de prison. Donc ils étaient catalogués comme cons, puisqu'ils étaient ennemis de classe, quoi, pratiquement. Voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, est-ce que alors vous dites que on dit un petit tiers ou un gros quart, mais d'après ce que vous dites, et vous le dites dans votre livre, Hervé Léman, il pèse quand même plus que ça dans un certain nombre de décisions judiciaires. Oui, forcément, il pèse plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont organisés, ils sont structurés, ils ont une doctrine, ils ont un objectif, ils savent où ils vont, donc ils savent... minorité agissante. Exactement. C'est une minorité agissante, là où la très grande majorité des magistrats sont apolitiques, enfin ils peuvent avoir une perception personnelle qu'ils expriment dans leur bulletin de vote, mais apolitiques, pas organisés dans ce sens. L'autre grand syndicat, qui est l'Union syndicale des magistrats, a des revendications d'ordre professionnel comme un syndicat, mais pas de revendications comme ça. Donc et puis à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, les militants du syndicat de magistrature sont nommés à des postes très importants, à des postes clés de décision, de chef de juridiction, de chef de cour d'appel, de chef de parquet général, de direction du ministère de la Justice. Donc le syndicat de la magistrature a dans la magistrature un poids beaucoup plus important que le nombre de ses membres. C'est ça. Et donc, ça joue aujourd'hui. Et alors, à votre avis, juste, on ne va pas rentrer dans le détail, on en a déjà beaucoup parlé, mais des affaires comme celle de... alors, je ne parle pas du côté politique, hein, je parle du côté des magistrats et puis du ressenti, des affaires comme celle de Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, actuellement garde des Sceaux, renvoyé devant la Cour de justice de la République, celle de bras droit de Macron. Éric Coller. Oui. Alexis Coller, pardon. Alexis Coller, qui est renvoyé, lui, qui est mis en examen. Oui. Exactement. Est-ce que ça peut jouer, enfin, de façon peut-être indirecte, sur ce qui se passe aujourd'hui, ou pas du tout? Est-ce que ça donne du grain à moudre au syndicat de la magistrature, ou pas du tout Alors, le paradoxe, c'est que Éric Dupond-Moretti est un homme de gauche. Donc, avocat, défendant. Voilà, et puis il a soutenu le Parti Socialiste, Martine Aubry, etc. Donc c'est un homme de gauche. Et paradoxalement, il se trouve confronté à cette bronca du syndicat de la magistrature et de l'autre syndicat. Côtés, et parce que là, on est sur
un autre versant, si je puis dire. C'est que, d'une part, Éric Dupond-Moretti, quand il était avocat, était extrêmement virulent contre les magistrats. Il les insultait de temps en temps. Voilà. Et donc, le nommer garde des Sceaux, c'était un peu une provocation quand même. C'est comme si vous nommiez un antimilitariste ministre de la Défense. Les militaires feraient gloups. Donc là, les magistrats ont fait gloups. C'est la première chose qu'il a fait quand il a été nommé garde des Sceaux, c'est de nommer à la tête de l'école de magistrature un avocat. Donc vous pensez comme ils ont adoré. Ils ont adoré. Ouais. Donc effectivement, les syndicats de magistrats l'ont pas loupé. Et c'est lamentable parce qu'on est dans une situation aujourd'hui complètement bloquée. Vous pensez que vous avez un garde des Sceaux qui ne peut pas discuter avec ses syndicats. C'est quand même assez préoccupant. Qui ne peut pas discuter non plus avec le premier magistrat du parquet de France, qui est le procureur général de la Cour de cassation, avec lequel il est en conflit, Molas, avec lequel il est en conflit ouvert. Donc on a une situation qui est extrêmement malsaine pour la République, pour la justice. Mais je crois qu'on est vraiment. C'est vrai, vous parlez de. Votre livre parle de ça, mais il y a quand même une espèce de parfum de décomposition très délétère. Oui. Ah oui, non, cette histoire. Enfin, l'histoire d'Éric Dupond-Moretti. Alors après, c'est certain aussi, il y a de la part de la magistrature, et là, pas que le syndicat de la magistrature. Il y a de la part de la magistrature une certaine volonté de revanche, je dirais, par rapport au personnel politique. Oui. C'est-à-dire que on aime bien les perquisitionner maintenant dans les ministères, on aime bien mettre en examen les ministres, on aime bien mettre en examen le bras droit du président de la République, les anciens présidents de la République, on les condamne à des peines fermes. Peut-être qu'il était temps que la justice reprenne une certaine autonomie par rapport au pouvoir. Non. Oui, sans doute, mais il faut toujours se poser à ce moment-là la question d'où vient la légitimité des juges. Voilà. Et surtout, mais ça c'est une autre question dont on reparlera avec vous, qui juge les juges? Exactement. C'est un vrai problème. Vous avez tout à fait raison. Quelle est leur légitimité et devant qui ils sont responsables? On en parle tout de suite avec nos auditeurs. Absolument. 0826 300 300. On attend vos questions, vos réactions, vos témoignages. La justice est-elle partiale? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Justice aujourd'hui parle aux Français avec Hervé Léman. Et qu'est-ce que les Français ont à lui dire à la justice? Jean-Claude de l'Essonne pour représenter les Français tout de suite. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Monsieur Berkov. Oh là, représenter les Français. Oh là, c'est une grosse. Oui, mais ça c'est Alain, elle adore petite boutade. Elle adore ça. Allez-y. C'est une grosse charge que je ne sais. Allez-y D'abord, Jean-Claude. félicitations à votre émission et félicitations pour vos invités qui sont toujours de très grande qualité. Merci. Alors, je voulais juste poser, rapidement, trois questions succinctement à votre invité. Allez-y. Déjà, monsieur Duralex Sedlex. Alors, moi, je vous posais une question. La première, vous y avez répondu partiellement. Croyez-vous, franchement, je n'ai pas lu votre livre, mais pensez-vous vraiment à l'indépendance de la justice? C'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous ne croyez pas, monsieur, que le syndicat de la magistrature, que je ne cautionne pas, parce qu'ils ont certainement été dans l'excès, mais est-ce qu'il ne s'est pas constitué, justement parce qu'avant, il y avait effectivement peut-être une justice, je dirais, unilatérale. Et troisième question, rapidement, pensez-vous normal, est-ce que vous pensez que c'est normal? Moi, en tant que citoyen, pour le moment, je touche du bois, je n'ai pas vraiment affaire à la justice, peut-être y aurais-je affaire un jour, mais je suis très très inquiet. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ancien avocat, un grand avocat, soit maintenant ministre de la Justice, compte tenu, si j'ai bien compris un petit peu les institutions, s'affrontent et se confrontent au quotidien. Voilà, monsieur. Très bien. Merci Jean-Claude. Alors, Hervé Léman. Alors, ça fait beaucoup de questions. Première question, est-ce que la justice que la justice est indépendante? La réponse est la suivante. Les juges sont indépendants. Les magistrats du parquet, les procureurs ne sont pas indépendants. Voilà. Et quand on dit la justice est indépendante ou n'est pas indépendante, ça n'a pas de sens puisque on parle de deux. Un corps est indépendant, un autre dépend du ministère de la Justice, du gouvernement, etc. en place. Et les juges sont réellement indépendants. Et quand on voit un juge qui met en examen
le secrétaire général de l'Élysée, on se rend bien compte qu'il est indépendant. Sinon, il ne pourrait pas le faire. Alors, deuxième question, est-ce que le syndicat de la magistrature, dit Jean-Claude, n'est pas venu en réaction à peut-être une certaine partialité précédente? Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout mai 68 est venu en réaction à une société qui était un peu bloquée quand même. Hein, c'est clair. Avec un président de la République à l'époque qui était un très grand homme, mais un très grand homme d'État, mais qui peut-être... Oui, il y a une société bloquée, voilà, en tout cas, il y avait une société bloquée. Domaines. Voilà. Et donc la justice aussi était bloquée. Et donc de ce point de vue-là, le syndicat de la magistrature a ouvert les fenêtres. Ce qui était certainement positif. L'autre question, enfin le problème que cela pose, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mouvement politique au sein de la magistrature qui a un objectif et qui tend à atteindre cet objectif, qui a un agenda qui n'est pas exprimé publiquement et dont on peut se demander quelle est la légitimité de cette ligne politique. Et alors, dernière question justement sur Dupond-Moretti. Avocat, ministre de la Justice, vous avez d'ailleurs répondu partiellement pendant l'entretien, mais est-ce que... Alors moi, ça ne me gêne pas qu'un ancien avocat soit ministre de la Justice. Robert Badinter a été un grand garde des Sceaux, un garde des Sceaux de gauche, mais un grand garde des Sceaux. Donc ça, moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me paraît pas une bonne idée, c'est d'avoir nommé quelqu'un qui avait une relation aussi dégradée avec les magistrats. Absolument, un maille à partir est fort. Voilà, parce qu'on ne peut pas réformer un corps si on est en conflit avec le corps. Voilà. Merci Jean-Claude. Voilà. Et Cédric de Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour André, bonjour à votre invité. Moi je venais juste faire un témoignage parce qu'effectivement je trouve que la justice se retrouve aujourd'hui plus que politisée, puisque à l'époque des Gilets jaunes, moi j'ai été interpellé pour une soi-disant menace de mort sur des CRS. Et effectivement, en fait, j'ai été arrêté aux alentours du début décembre, donc il n'y avait pas de gros conflit avec les Gilets jaunes. Sauf qu'en fait, j'ai été jugé en fin février. Parce que vous manifestiez, Cédric, c'est ça? Vous étiez à une manifestation? Ah oui, mais je le revendique encore aujourd'hui. J'ai toujours mon gilet jaune sur mon camion, et puis je dis haut et fort, bien sûr, puisqu'en fait, on était comme ça, et moi, je suis resté fidèle à moi-même. Mais quand on se rend compte qu'il y a une justice justement qui est politisée, c'est-à-dire qu'en fait Macron avait demandé justement que cela cesse, ça commençait à l'agacer, et du coup en fait il fallait frapper fort. Imaginez qu'en fait j'avais des preuves comme quoi je n'avais jamais menacé ce fameux CRS. J'ai montré la vidéo à mon avocat, j'ai montré la vidéo aux personnes notamment du commissariat de Béziers, et ils ont dit normalement ça devrait bien se passer tout ça, mais j'ai été tapé fort, ça a tapé très fort, puisqu'en fait entre temps il y avait eu le Fouquet qui avait pris feu, il y avait eu le mandat de l'Arc de Triomphe, et finalement en fait il fallait faire des exemples. J'avais mes compatriotes qui étaient avec moi au tribunal, ils ont été offusqués de se prendre quand même 2 ans de prison avec sursis, alors que je n'avais absolument rien fait. J'avais des preuves que j'avais menacé personne, et aujourd'hui encore, je dois payer à ce CRS, soi-disant qu'il a été choqué alors qu'ils me sont tombés à 6 dessus, ils m'ont fait un problème sur la colonne vertébrale, ils me sont tombés à 6 dessus, et c'est moi qui dois leur payer les dommages et intérêts. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis non mais n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. De toute façon, je ne paierai pas jusqu'au jour où en fait ils feront peut-être une saisie sur mon salaire. Sur mon salaire, c'est sûr et certain, mais je ne paierai pas. Il est hors de question que je crois à des gens qui ont menti et qui sont à la base des gens de la police, qui ont menti sous prétexte qu'en fait il fallait attraper soi-disant le gros bonnet des Gilets jaunes, alors que j'étais rien du tout, j'étais qu'un petit citoyen de rien du tout, et ça a été abusé. Et là, justement, je trouve que la justice, c'est du grand n'importe quoi. Dans mon passé, mon papa est décédé de choses très dramatiques, il a été assassiné, et de là, j'ai vu la vraie justice, comment elle était. Je suis offusqué, je suis scandalisé. Je comprends Cédric. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé à Cédric. Oui, alors moi je peux que redire un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les juges sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils peuvent se tromper, il arrive qu'ils se trompent, ils peuvent être partiaux, on le voit, puisqu'il y en a certains qui revendiquent même cette partialité, mais ils sont indépendants.
Donc il n'y a pas de juge en France qui rend un jugement parce qu'il a reçu un coup de téléphone du pouvoir politique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Non, ça n'existe pas du tout. Ouais, ça n'existe pas du tout. En revanche, le parquet qui engage les poursuites, lui, il est hiérarchisé, il est dépendant du pouvoir politique, et c'est le pouvoir politique qui définit la politique pénale, et donc il peut y avoir en effet des instructions données au parquet d'être plus ferme à l'égard de manifestants, Gilets jaunes comme ça. ou autres. Exactement. Voilà. Ça c'est possible. Mais les juges ensuite, ils sont indépendants. Ils peuvent se tromper. Moi, je ne connais pas l'affaire, et donc je ne vais certainement pas donner mon avis dessus. Mais... Merci. Alain. Juste une question. Oui, allez-y. Juste une question. Comment se fait-il qu'en fait la justice n'a pas voulu voir cette fameuse vidéo? Je trouve pas ça normal. Je prouvais justement qu'en fait je n'avais pas n'étais pas coupable, et la juge a décidé de ne pas regarder cette vidéo. Elle prouvait que ce n'était pas moi qui étais un décideur de cette soi-disant. J'ai compris, mais ça, il vous a répondu juste un truc, c'est votre, et je comprends très bien. Et votre indignation est plus que légitime. Maintenant, c'est la juge, et qui peut aussi commettre des erreurs et qui peut aussi se tromper. Et tout ça, c'est du ressort de la juge, effectivement, et ça, c'est très difficile à répondre de façon plus générale et générique. Et c'est pour ça qu'il y a des cours d'appel. Et c'est pour ça que vous avez fait appel, j'imagine, Cédric. Parce qu'en fait, mon avocat a dit ça a pris des proportions trop fortes, les gilets jaunes, tu risques de prendre du ferme. Donc j'ai préféré en fait payer mon silence pour éviter d'être plus ou moins tranquille, sauf que voilà, je suis poursuivi par les huissiers. Mais ça, c'est les conseils de l'avocat. Je ne sais pas s'il a tort ou raison. C'est pas à nous de juger. On ne connaît pas assez l'affaire. Mais voilà, il y a toujours la cour d'appel quand même. Et encore une fois, peut-être qu'il a raison, votre avocat. Je ne dis pas. Alors. On enchaîne très rapidement avec Eddy de Gironde. Bonjour Eddy. Eddy, bonjour. Dites-nous tout. Bonjour. Non, juste, c'est un débat passionnant et le citoyen que je suis a le sentiment de ne plus croire en la justice. Alors vous allez me dire, j'ai 62 ans, j'en ai vu passer, mais j'ai l'impression que le Saint-Just n'existe plus. Et j'ai suivi l'affaire de l'amiante, par exemple. Et une magistrate qui a instruit le dossier pendant 10 ans s'est retrouvée sortie de son dossier au moment où elle allait aboutir. Et en France, le dossier amiante, par exemple, n'a jamais abouti comme en Italie. Mais on peut prendre l'affaire Outreau, mais on peut prendre d'autres affaires. Par exemple, j'ai un haut magistrat qui était vice-président du tribunal administratif de Périgueux, qui était président d'une association radicale. Rencontrez, si vous êtes, vous, dans le spectre de la personne dont ce haut magistrat ne pouvait pas supporter l'existence, en l'occurrence, il était opposant à la chasse, imagine un chasseur qui arrive devant lui au tribunal. C'est clair. Devant un gars qui est revendiqué dans une association radicale. Bon, et il y a plein d'autres affaires comme ça. On en entend parler parfois dans des affaires plutôt tribunal et prud'homme, etc. Mais attention, vous allez tomber sur un magistrat qui est peut-être franc-maçon. Mais j'en ai rien à faire, moi, en tant que citoyen. Que justiciable, absolument. J'ai bien compris. Je crois que je voudrais juste donner le dernier mot à Hervé Léman. En fait, est-ce qu'on peut avoir très rapidement, et on reparlera tout ça, est-ce qu'on peut toujours avoir confiance dans la justice de son pays, où il y a toujours des lois, des exceptions, etc. C'est une question. C'est une question qui est très difficile. On a besoin d'une heure. Mais je dirais quand même que moi, ce que je pense, c'est qu'arriver au terme du processus judiciaire, c'est-à-dire après l'arrêt de la cour d'appel, de manière générale, les décisions me paraissent plutôt justes. Mais le processus est quelquefois très long et très pénible. Acceptons-en l'augure. Merci Hervé Léman. Merci beaucoup Hervé Léman. Je rappelle que vous êtes ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris et auteur de Soyez partiaux aux éditions du Cerf. Berkoff dans tous ses états, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain avec un face-à-face un peu particulier pour, disons, boucler la boucle, n'est-ce pas André, avec Laurent Oberton qui publie le 3e tome de sa saga best-seller Guérilla 3, le dernier combat. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye qui reçoit le psychanalyste et psychologue clinicien Bruno Clavier pour comprendre comment on peut prévenir les abus sexuels et en protéger surtout les enfants. Bon après-midi sur Sud Radio.